formellement imposer une primaire à un président sortant, c'est déjà quelque chose d'assez singulier. François Calfon. Non, mais c'est vrai, mais simplement. C'est vrai, mais après, ça peut être un droit, mais chacun est dans son droit d'une certaine manière. Ce qui a été dit, je ne réagissais pas contre vous, mais après tout, vous êtes le témoin tellement de. Vous dites si bien ce qui est dit en permanence sur Emmanuel Macron. Le gars, il est jeune, il est sympathique, il est charmant, tout a été dit. Il avance, et il a des bons sondages. Il est en phase, il perd en phase, tout simplement. Je reprends dans les sondages. Et ça suffit de nos jours, moi je me pince pour entendre ça, ça suffit de nos jours à construire un destin. Mais il faut se pincer ou il faut s'interroger formellement? Parce que formellement, c'est autant le négatif du système. Ma thèse, et tout ça va dans le mur. François Calfon. Tout ça va dans le mur. Mais tout ça, c'est la gauche ou c'est Emmanuel Macron? Bah voilà. Parce qu'au bout d'un moment, c'est la question qui se pose. Vous reprochez à Emmanuel Macron de avoir de ligue. Oui, alors, mais déjà, je suis un cerveau assez lent. S'il vous plaît. Justement, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, François Calfon. Moi, j'ai un truc à dire, mais après. Après, exactement. On voit Emmanuel Macron comme Jean-Luc Mélenchon y aller sans parti. Tout seul, aujourd'hui, ça veut dire, ils ont fait le choix de ne pas passer. C'est les anti-primaristes. Alors, voilà, contre les primaires, mais surtout, ne plus avoir de parti. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement... Non, parce que Jean-Luc Mélenchon construit son parti, voilà, c'est même ça, le principal. Alors, justement, est-ce que finalement, ce n'est pas aujourd'hui le choix de la primaire et le choix d'organiser des primaires, notamment à gauche, auxquelles participe Arnaud Montebourg, qui est ringard? C'est une excellente question. Nous, on est un peu au milieu du gué parce qu'on participe à cette primaire, et vous aurez noté qu'un peu comme au Baltrap, la direction du Parti Socialiste ne nous veut pas du bien. Oui. Donc, on a été obligé de construire notre propre mouvement politique qui s'appelle le Projet France. Et nous constatons quoi? Nous constatons que c'est un grand succès. Les gens viennent directement par Internet. C'est une start-up politique, un peu comme. Attention, vous faites du Emmanuel Macron. Oui, mais donc je réponds, je prends ma perte ou je prends mon gain, c'est selon. Et les gens sont épuisés de ces appareils politiques qui sont des machines à broyer, à écraser toute espèce d'inventivité. Donc je réponds que c'est l'aspect positif peut-être des gens qui ont décidé de se passer de cela. Mais un peu comme le général de Gaulle qui fuyait les partis politiques, la première chose qu'il a faite, c'est d'en recréer un. C'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Simplement, voilà. Et c'est là où moi je suis très surpris de la politique dans l'ère de post-modernité dans laquelle nous sommes. Personne n'a de responsabilité sur rien. Je dis qu'on peut rattacher, mais c'est pas contre vous, je vous regarde parce que vous avez été finalement celui qui a le mieux décrit cette thèse. Je constatais et que d'autres journalistes... Les hommes politiques peuvent faire la politique sans avoir de thèse et de rassemblement de familles politiques. Nous en avons... Je comprends très bien votre... Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Et moi j'ai le droit d'avoir ma vision des choses. S'il vous plaît. C'est la liberté de candidater. Je comprends très bien votre concept de politique à l'état gazeux et vous en accusez Emmanuel Macron et vous n'avez sans doute pas tort. Effectivement, son programme est un peu flou et pas d'une originalité folle. Je rappelle quand même que François Hollande est allé aux élections en 2012, soutenu par Manuel Valls et par Arnaud Montebourg, qui n'étaient d'accord sur rien. On était déjà dans le système partidaire, dans la politique à l'état gazeux. Il y a une mécanique partisane de choix de sélection qui était une mécanique accepté par chacun. Ça peut marcher sans tout. Macron s'extrait tout. Le gaz, ça prospère sur la décomposition souvent. Gilles Vintraube. C'est ça. Il n'y a pas d'Emmanuel Macron s'il n'y a pas désastre à gauche, effondrement de la gauche, risque d'implosion à gauche. Absence d'alternative réelle à droite. Quand Arnaud Montebourg déclare sa candidature et explique, je le cite au mot près, le bilan du quinquennat de François Hollande n'est pas défendable. Il est même bien défendable. N'est pas défendable, ça veut dire que la gauche est au bord de l'explosion si ce n'est déjà fait. C'est ça, c'est ce danger, ce fractionnement, ce climat délétère qui explique que le phénomène Emmanuel Macron soit possible. Dites ce que vous voulez sur l'état de la droite, vous n'avez pas l'équivalent, et même ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est-à-dire Bruno Le Maire, qui a mené sa campagne sur le rejet des autres, regardez si vous voulez que ça continue, votez pour mes concurrents, eh bien Bruno Le Maire est en train de s'effondrer. Alors on va continuer à en parler dans un instant, Jonathan Boucher, Petersen, promis, voilà, je savais que vous étiez chaud quand même. On va en parler dans un instant, Emmanuel Macron parlera également de la primaire à droite, puisqu'il se passe des choses également à droite dans un instant, puisque l'info à 20h20, c'est Pierrick Bonneau. Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraube du Figaro, également François Calfon, conseiller régional PS et directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, Jonathan Boucher-Petersen de Libération et Jacques Bronstein de GQ. Encore une question à propos d'Emmanuel Macron qui se déclarerait donc demain à la présidentielle. Jonathan Boucher-Petersen, finalement, on a vu un homme très en colère après Emmanuel Macron. C'était pas un homme de gauche particulièrement, c'est François Bayrou. Est-ce que ça veut dire que finalement Emmanuel Macron c'est tout simplement le candidat centriste de cette présidentielle?
François Bayrou, il est embêté parce qu'il a mis tellement de préalables à sa candidature qu'il n'a pas vraiment les cartes en main pendant au moins 2-3 semaines. C'est-à-dire jusqu'au résultat de la primaire de la droite, il est obligé d'attendre, de constater. Le 27 à minuit. Le 27 à minuit, on espère, sauf Cocoeux et Rimek des grandes heures de la droite. Est-ce que vous pensez que c'est le candidat centriste finalement, Emmanuel Macron en tout cas, c'est ce qu'il occupe. C'est pas le candidat de la gauche. Ça, c'est sûr, il se définit plutôt à gauche parce que c'est là dont il vient pour apporter un peu de cohérence. Mais quand on voit la façon dont les Français le regardent et là où ils trouvent formellement de l'intention de vote, il fait que ça se joue plus au centre, centre-gauche, centre-droit. Ouais. Après, ça, c'est des choses qui sont rarement très définies hors des présidentielles. Non, après Macron, on va le voir effectivement, mais ça peut être un peu les radicaux de gauche, ça peut être un peu des centristes de l'UDI, des gens du Modem. Mais il y a quelque chose effectivement, de pas du tout consolidé dans l'offre politique qui sera disponible. Hein. Le résultat de la primaire, le casting de la primaire, si Hollande n'y va pas, on n'a aucune idée de qui pourrait être candidat. Et les enquêtes qui montrent aujourd'hui que les uns les autres sont en bonne situation, voilà, ça reste très hypothétique, chacun en est conscient. À droite, on se rend compte que la dernière ligne droite est absolument folle. Enfin, voilà, à part Mélenchon, Le Pen, Poutou, qui sera candidat, ne l'oublions pas. Nathalie Arthaud, globalement, c'est quand même le grand foutoir et ça rappelle qu'on est loin de tout ça quand même. Hein. On est loin de 2017. J'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, Manuel Valls, au départ, il aimait bien Emmanuel Macron. Et puis, il y a un moment, ça s'est un peu fâché au gouvernement. Assez vite. Voilà, assez vite. Et puis là, de nouveau, alors qu'on parle de présidentialisation à propos de Manuel Valls, voilà qu'Emmanuel Macron se présente ce jour-là, justement. C'est quand même aujourd'hui, est-ce que finalement... de toute façon, j'ai dit au début, il y a une course de vitesse. Pardon, je vous ai pas laissé, non, mais je vous ai pas laissé poser la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Manuel Valls, aujourd'hui, est-ce qu'il peut y aller malgré Emmanuel Macron? Manuel Valls, pour le connaître depuis très longtemps, franchement, je n'avais pas imaginé qu'il puisse, ne serait-ce qu'envisager la transgression ultime qui était la déloyauté, se présenter contre le président qu'il a servi à Matignon pendant 5 ans. Et puis je me dis qu'après tout, en voyant en entendant ce que disent ses proches, en entendant ce que disent et en privé et de plus en plus publiquement les députés qui le soutiennent, il y aurait une certaine grandeur de la part de Manuel Valls à être candidat à une défaite programmée d'avance. Si François Hollande n'y va pas, bien sûr. Si François Hollande y va aussi. Il va aussi, d'accord, très bien. Oui, en effet. On va en parler dans un instant. Dans les deux cas, il incarnera le type qui n'a pas voulu continuer d'aller dans le mur en cassonant. Il incarnerait. Il aura essayé quelque chose. Il lui faudra de sacrés communicants pour faire passer le message. Jacques Grandstein, Manuel Valls, aujourd'hui, pour vous, il peut représenter finalement une alternative il n'a pas tellement imprimé quand même. Quand Manuel Valls est arrivé... Vous êtes poli, c'est bien. Non, mais quand il est arrivé, ça remonte un peu maintenant, mais quand il est arrivé du ministère de l'Intérieur au rôle de Premier ministre, on allait voir ce qu'on allait voir, une énergie, une volonté, enfin, c'était le contraire d'héros. Et puis maintenant, il a héros dans son gouvernement, on n'a pas l'impression qu'il y a eu des inflexions incroyables. L'afflexion remonte avant sa nomination, hein. Il faut dire que François Hollande nous a inventé le changement de Premier ministre sans changement de cap. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il n'avait pas tellement... Peut-être qu'il n'avait pas d'espace politique, mais en tout cas, il a moins imprimé que prévu. Alors, on se retrouve dans un espèce de duel à l'envers, puisque, grosso modo, Manuel Valls ne voulait pas être Brutus qui tuerait François Hollande, Emmanuel Macron non plus, et depuis ce matin, c'est un concours à celui qui sera le premier. C'est ça, exactement. Demain, ça aura peut-être changé. C'est ça, pour quel c'est le premier qui sera Brutus. On oublie un élément essentiel, c'est que il y en a un qui est président de la République, l'autre qui est Premier ministre. Donc s'il est candidat, il doit démissionner. Il ne peut pas être candidat. C'est évident. Vous parlez de Manuel Valls ou Manuel Valls. Quel est le crédit principal de Manuel Valls, dont je rappelle qu'il a fait 5% à la primaire en 2011 C'est d'incarner l'État. Il est raide comme la justice, il est martial. C'est le visage martial du libre-échangisme. Il y a le visage jovial et il y a le visage juvénile. Lui, c'est le visage martial. Donc, il incarne l'autorité de l'État. Si il fait abandon de poste pour se présenter à la primaire du Parti socialiste, il perd les atours du pouvoir immédiatement, parce que le Brutus Macron a eu la décence ou le calcul de partir un peu tôt. Oui. Mais démissionner en disant tout cela, je ne connais pas ce gouvernement, cacher ce gouvernement que je ne saurais voir et cette ligne politique que je ne saurais voir, je suis un homme neuf,
en ayant abandonné la veille François Hollande, excusez-moi du peu, mais les sondages et l'espèce de mouvement de commentaires plus ou moins suscités sur Valls l'alternative, ça me paraît être vraiment un ballon d'hélium. Avec une simple épingle, tout ça va exploser. Le problème, c'est qu'on parle de ces gens... Tout le peuple de gauche, les électeurs de gauche hurlent à François Hollande, ne te présente pas, s'il te plaît. Vous avez vu de telles manifestations en bas de... Il y a quelques députés un peu inquiets, mais globalement, le peuple de gauche, il est loin de ça. Vous n'avez pas Louis Tréfine. Jonathan Boucher-Petersen. Il est à combien, François Hollande, dans les sondages? Globalement, il est surtout paniqué à l'idée de on est foutu. Après, quelle sauce ce sera de la béarnaise. Il est à combien, François Hollande? Mais Manuel Valls est un sauveur de rien du tout. Il n'y a pas de sauveur à gauche en ce moment. Il est à combien, François Hollande, dans les sondages? Au premier tour, ils ont un point d'écart dans la marge d'erreur, Manuel Valls et François Hollande. C'est le drame de Manuel Valls. Mais c'est la popularité, c'est pas important dans une présidentielle. Ce qui compte, c'est les intentions de vote. Qui se représentent? Personne. Non, mais c'est pas la question. Il n'y en a pas plus qui veulent Manuel Valls. C'est un vrai problème pour Manuel Valls. Sauf qu'il y en a un qui est légitime institutionnellement, qu'on a envie et quel calendrier. Dans un instant. Manuel Valls n'arrive même pas à rassembler nos informés, donc il peut rassembler ni la France ni la gauche. Nous, il y avait peu de chance quand même. On va aller de l'autre côté dans un instant de l'échiquier politique, puisque alors là on parle d'affaires un peu plus compliquées à droite également, cette dernière ligne droite de la primaire. On parlera également état d'urgence, voilà la suite du programme des informés de France Info. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et ce soir, il confirme l'étude parue aujourd'hui qu'une moitié de la population française aurait froid dans leur logement. Et le studio de France Info ne déroge pas à la règle. On est très proche de nos auditeurs. En écharpe et gros pull, ils se sont installés autour de la table donc des informés de France Info. Et ce soir, nous trouvons Judith Vintraube du Figaro, le conseiller régional PS et directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, François Calfon, Jonathan Boucher-Petersen de Libération et Jacques Braunstein de GQ. On a beaucoup parlé de la gauche, donc c'est normal maintenant qu'on parle de la droite. On est très binaire comme ça. À 5 jours du premier tour de la primaire de la droite, quelque chose a changé. Mais quoi? Bien sûr, il y a eu de grands débats sur la consommation en France, les pains au chocolat, les frites, prix unique, on a bien compris. Mais étrangement, les deux favoris de la primaire n'ont désormais qu'une obsession. Mais pourquoi donc? Alors, il y a déjà eu Alain Juppé. Prenons l'exemple de ce que propose François Fillon pour la fonction publique, par exemple. 600 000 suppressions de fonctionnaires en 5 ans. C'est tout juste pas possible. Il y aura 570 000 départs à la retraite pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant... ne peut pas le faire sur 5 ans. Laissez-moi terminer. Ça veut dire que sur 5 ans, on ne recrute absolument personne dans la fonction publique. Je ne connais aucun organisme qui puisse vivre sans apport de sang neuf pendant une période aussi longue. Ça, c'est Alain Juppé. Et puis, c'est marrant parce qu'il y a la même obsession chez Nicolas Sarkozy également. On va l'écouter. Qui est-ce qui est élu, Elisabeth Martichoux? C'est le président de la République. Qui est-ce qui est nommé? C'est le Premier ministre. Le patron, c'est donc celui qui est élu, pas celui qui est nommé. Mais là, il est jugé sur son programme. Et donc, lorsque j'étais président de la République, je décidais d'un certain nombre de réformes que François Fillon mettait en œuvre, loyalement. C'est ainsi. Pour le reste, nous avons chacun présenté des propositions. Moi, je suis venu pour expliquer les miennes, pas pour critiquer les autres. Voilà donc le mauvais rêve d'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il s'appelle François Fillon. L'ancien Premier ministre monte dans les sondages, se place en 3e homme et lui se voit aller encore plus loin vu la réputation des sondages d'ailleurs en ce moment. Autre préoccupation, alors mais cette fois-ci, elle est un peu plus grave quand même concernant Nicolas Sarkozy, le témoignage donc de Zine Takedine. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de l'homme d'affaires franco-libanais qui confie cette fois-ci à Mediapart avoir remis 3 valises d'argent liquide au ministère de l'Intérieur entre 2006 et 2007 en vue de la campagne de Nicolas Sarkozy pour 2007, soit 5 millions d'euros. Claude Guéant dément. Nicolas Sarkozy s'apprêterait à porter plainte pour diffamation, mais ces affaires, Judith Vintraube, semble revenir hanter en permanence l'ancien président de la République. Aujourd'hui, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Sur le fond, on attend toujours des preuves, comme... C'est ce que je cherche d'ailleurs, parce que je précise juste qu'il y a eu 3 ans d'investigation, que les juges d'instruction sur le pôle libyen n'ont toujours pas de preuves. Toujours pas, que Le Monde a sorti plusieurs fois, 3 fois je crois, des pages doubles pour expliquer que ça y était, on avait tous les éléments concordants, mais on manquait de preuves malheureusement pour incriminer Nicolas Sarkozy. Bon, ça sent un peu la primaire quand même, ça sent un peu la présidentielle, on voit très bien pourquoi ça ressort maintenant, y compris de la part de Takedine. Non, en plus, je pense que l'impact sur les électeurs de droite va être extrêmement faible. On a vu au moment où il y avait une certaine effervescence d'affaires médiatico-judiciaires autour de Nicolas Sarkozy, ça avait fini par provoquer chez les gens qui le soutenaient un réflexe de corps, c'est-à-dire c'est notre candidat qu'on martyrise, c'est lui qui est harcelé par la justice.
bon, ce phénomène-là va se reproduire. Plus on approchera de la primaire, de la date du scrutin de la primaire, plus ce phénomène va se reproduire. Pour les autres, oui. Inversement, non, ça empêche les candidats de droite, et François Fillon en était, d'utiliser les affaires, parce que la gauche attaque tellement fort que le moindre candidat de droite qui essaierait d'emboîter le pas ou de reprendre le discours des accusations de Mediapart au débat jeudi, ça irait très mal pour lui. L'électorat de droite n'aime pas que ça soit sur ce terrain-là. Jacques Braunstein, c'est quoi? C'est finalement, on l'a vu, c'est vrai, sur Nicolas Sarkozy a beaucoup joué ensuite sur la victimisation contre les juges. Finalement, ça peut avoir peu d'impact auprès de cet électorat-là? Je pense que ça a assez peu d'impact sur l'électorat de droite, que ce soit celui qui apprécie Nicolas Sarkozy ou celui qui ne l'apprécie pas. Bon, Takedine, ça fait 3 ans qu'il dit la même chose. Alors, journalistiquement, c'est de mieux en mieux. C'est de plus en plus vivant. Maintenant, il y a une troisième valise, il est monté au dernier étage, dans l'appartement. C'est de mieux en mieux raconté. Mais fondamentalement, cette image un petit peu sulfureuse de Nicolas Sarkozy qui a des affaires, ça fait quasiment depuis qu'il n'est plus président de la République, voire avant, qu'il l'a. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est vraiment un défaut chez Sarkozy. Il vote Juppé ou Fillon, et certaines personnes qui trouvent que Sarkozy, il a toujours été comme ça, et si on l'attaque, c'est parce que c'est le meilleur, et que finalement c'est une victime, et ils sont pour Sarkozy. Ça ne changera pas. François Calfon. Mais moi, quand je vous entends, moi, je suis désolé de réagir comme un citoyen qui écoute ça, c'est proprement hallucinant. Donc on dit, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais 12 mises en cause successives. Non, il n'y a pas de preuves. D'accord, je peux peut-être développer mon propos. Allez-y, François Calfon. 12 mises en cause successives ou en parallèle, c'est selon de Nicolas Sarkozy, et surtout derrière, un impact sur la politique française, un impact sur la politique mondiale, sur le destin de la Libye, qui a été détruite. Et on peut se demander pourquoi elle a été détruite à cette époque-là par ceux qui ont décidé cela. Est-ce pour faire disparaître un certain nombre de preuves? Pas pour empêcher les massacres à Benghazi. Pardon, mais le point, c'est que la dissémination du terrorisme avec la dislocation de la Libye est un sujet que les Français payent tous les jours. Donc ça n'est pas simplement de savoir si tel ou tel juge, pardon de le dire, si tel ou tel juge, tel ou tel écoute, parce qu'après tout, ces valises de billets qui sont proprement abjectes dans l'image qu'on peut en avoir, ça n'est rien face à ceux qui ont reçu et qui ont déroulé le tapis rouge à M. Kadhafi, déroulé le tapis rouge à M. Bachar al-Assad, et qui ont fait ce que la situation est, c'est-à-dire des proto-États terroristes en Libye, maintenant en Syrie, et une dissémination partout du terrorisme, non sans lien avec ce qui se passe en France sur le plan à la fois de la question des réfugiés et de la question du terrorisme. On va continuer à parler de Zaïd Takedine dans un instant, car l'info à 20h40, c'est Pierrick Bonneau. C'est l'entourage de l'ancien... Les informés de France Info, nous parlons de cette invité surprise. Et oui, à la primaire de la droite, il s'agit de Ziad Takedine. Ça vous dit peut-être quelque chose, homme franco-libanais qui a confié à Mediapart. Il aurait donc remis 3 valises d'argent liquide au ministère de l'Intérieur entre 2006 et 2016. Jonathan Boucher-Petersen, c'est vrai que ça arrive quand même 5 jours avant le premier tour des primaires des Républicains. On se dit que calendrier, c'est peut-être pas un hasard. Il y a 2 choses. Le timing, évidemment, il interroge. Le fond, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, effectivement, qu'il n'y ait pas de preuves formelles avec le nom de Nicolas Sarkozy sur une enveloppe. En revanche, il y a un faisceau de témoignages qui commence à être fou, de documents qui ont été tellement contestés qu'aujourd'hui, ils sont jugés crédibles. Voilà, on n'a pas le fin mot de l'histoire. C'est une affaire qui est très compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend les témoignages formels qui viennent, prouver le contraire. À l'arrivée, on a des gens qui sont en Libye, on a des gens qui sont à Djibouti, on a des gens qui sont en Malaisie, on a ce Ziad Takedine qui revient. Enfin, au bout d'un moment, Prague, on l'a trouvé même. Ce sera peut-être pas 5 millions, ce sera peut-être 3 millions, ce sera peut-être 2 millions. Imaginez, je pense, dans l'esprit des Français, j'allais dire, il y a forcément eu quelque chose. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne et ça abîme assez globalement. Donc, on peut se dire, il y a 2 solutions, quoi. Ou on y voit clair à court terme avant la présidentielle, et tant mieux, ça paraît très peu probable. Ou alors Sarkozy est coupable. Non, j'en sais rien. Non, j'en sais rien, mais je pense que c'est un enjeu démocratique. En vous écoutant, c'est ce qu'on... Non, mais quand on peut faire la victimisation permanente. Non, il n'y a aucun chef de l'État. Attendez, Judith, il y a un faisceau d'indices, et c'est bien sûr, c'est ce qui justifie la poursuite de l'enquête, même. Et c'est à Sarkozy d'apporter la preuve de son innocence. Non, j'ai jamais dit ça. C'est exactement ce que... on peut se faire l'avocat, c'est-à-dire... Attendez, pas tous ensemble. Le problème de la posture de l'avocat, c'est qu'on déforme pour défendre. Donc juste écoutez ce que je dis et commentez. Ce sera beaucoup mieux. Moi, je dis pas à Nicolas Sarkozy de prouver que je connais à peu près le système de la présomption d'innocence. Il n'y a pas de souci. En revanche, quand je viens de la bafouer, non. Alors attendez, non. Il y a un faisceau d'indices,
c'est à lui d'apporter la preuve de son innocence et de se défendre. Bon, les gens que ça passionne cet échange réécouteront. Je pense pas que ce soit passionnant. Je crois pas avoir bafoué quoi que ce soit. N'hésitez pas. Ce qui est sûr, c'est que ça bafoue un tout petit peu ce qu'on peut attendre de l'éthique quand on voit ce qu'on découvre autour de Nicolas Sarkozy, son directeur de cabinet, les relations qu'il peut avoir avec des intermédiaires absolument sulfureux, des anciens patrons du renseignement. J'invite les gens à lire les comptes rendus d'écoute dans Le Monde, dans Mediapart. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être juriste ou avocat pour comprendre qu'on est dans un monde bien particulier et que c'est aussi ça ce que Nicolas Sarkozy paye aujourd'hui. On a compris que ça pourrait avoir peu d'impact. On ne sait pas encore d'ailleurs, enfin même si les fans de Nicolas Sarkozy et les électeurs de Nicolas Sarkozy, voilà, c'est l'enquête judiciaire. Je voudrais juste qu'on revienne 5 secondes sur tout de même donc cette primaire à droite. Attendez, non, François Calfon, non, une question se pose. Non, François Calfon. Non mais oui, non mais attendez. Pour quelle raison est-il revenu, évidemment? Non mais il y a quand même un sujet démocratique. Pour quelle raison Nicolas Sarkozy veut-il être élu président de la République quand on a autant d'affaires judiciaires, si ce n'est pour chercher une protection juridique par le statut de président de la République? Voilà. Et ça, c'est une question démocratique profonde que peuvent et qu'ont le droit, avant même la fin du jugement, c'est une question citoyenne, qu'ont le droit de se poser les Français. Donc il n'est pas illégitime, y compris avant que la dernière affaire ait fini son instruction, de se poser cette question, parce que un tel faisceau de présomption crée un trouble légitime. Alors, est-ce que pour ces primaires justement à droite, dont le premier tour c'est dimanche prochain, le 20 novembre, hier Alain Juppé tenait meeting au Zénith de Paris, son plus grand, de la campagne des primaires, il a déclaré que rien n'était joué. Est-ce que finalement c'est en vieux crocodile, en vieux crocodile ou pas, Julie Vintraud? C'est ça finalement? Non, il a bien raison. Regardez la volatilité des intentions de vote. Selon certains instituts qui prennent des échantillons très très larges, enfin qui tablent sur une participation extrêmement massive, on est dans la marge d'erreur entre Alain Juppé et Nicolas. Oui, au premier tour. Entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Non, au deuxième tour, c'est toujours Alain Juppé qui gagne dans toutes les configurations. Dans toutes les configurations. Mais enfin, les écarts se sont terriblement resserrés. Puis surtout, on a vu surgir François Fillon d'à peu près nulle part. On voit que ça inquiète d'ailleurs fortement Alain Juppé. Là, vous nous avez diffusé son passage sur les 600 000 fonctionnaires que François Fillon veut supprimer. Et c'est pas possible puisque c'est précisément ce qu'on embauche chaque année. Oui, sauf que François Fillon, je ne suis pas son avocate, pas plus que celle de Sarkozy, mais François Fillon veut changer le périmètre d'intervention de l'État. Donc c'est pas les postes, c'est pas les mêmes postes qu'on veut supprimer. Alors, on n'a pas vraiment le détail des 600 000 dans le programme de Fillon, c'est le moins Si, plongez-vous dans le programme. Alors on va y venir après. Alain Juppé est là depuis 30 ans, il a la réputation d'être sérieux et les gens ne le trouvent pas très sympathique. Avec ce qui est arrivé à Hillary Clinton aux États-Unis, il dit rien n'est joué, venez voter, c'est normal. Il a dit je ne suis pas Hillary. Il a dit je ne suis pas Hillary. Lui aussi, ça l'inquiète. François Calfon, on entend souvent dire que finalement les Français, c'est vrai, semblent s'intéresser à cette primaire. Ils iraient voter assez nombreux. Est-ce que pour vous, il y a cette idée que les Français, finalement, je sais que vous soutenez Arnaud Montebourg, mais vont choisir leur président? Il y a évidemment dans la question de la primaire de la droite, vu l'état d'atomisation de la gauche, je ne suis pas dans... Vous êtes un peu dans le réel. Voilà, mais je ne suis pas aveugle sur cette situation. Même si je pense que le produit essentiel est quand même le président de la République lui-même qui s'est évertué comme ça à fragmenter la gauche. Je ferme cette parenthèse. De façon évidente, il y a des Français qui disent je vais choisir dans la primaire de la droite le futur président. Et d'ailleurs, Alain Juppé a fait campagne là-dessus. C'est-à-dire qu'il a convoqué quelque part, il dit il est déçu de François Hollande. Revenez à moi. Bon, je leur dis quand même qu'ils vont payer 2 € le prix de leur déception. Parce que ils sont en train d'ergoter sur 600 000. C'est 2 € par tour. Je dis, il va être trop, il y a des enchères qui montent. 2 € par tour. Mais je leur annonce, avant même qu'ils déposent le bulletin Alain Juppé dans l'urne, que finalement le choix, c'est de savoir si on aura une super austérité ou une méga austérité, un super plan social dans la fonction publique ou un méga plan social dans la fonction publique. Mais avec tous les candidats, y compris avec M. Poisson, avec tous les candidats, y compris avec M. Poisson, je leur annonce une très grande loi El Khomri. Donc on aura, grâce à eux, aux 4 € payés par les électeurs de gauche, des très grandes manifestations. Poisson, c'est formidable. On connaît suffisamment les phénomènes électoraux pour pas imaginer que c'est pour le programme économique d'Alain Juppé que les électeurs de gauche y vont. J'avais cru comprendre, et c'était assez largement commenté, que c'était pour barrer la route à Nicolas Sarkozy. Et que ça se jouait en rien sur le nombre de fonctionnaires ou quoi que ce soit. Simplement une l'exercice fait par le Figaro.
et pour comparaison des programmes. Une certaine, très mais c'est pas là-dessus que ça se joue. Une certaine idée de la République et la perspective d'un deuxième tour Sarkozy-Le Pen qui fait s'évanouir beaucoup d'électeurs de gauche. Mais vous savez, Juppé comme président, c'est avoir Marine Le Pen dans 5 ans. Non, ça c'est du fantasme. Ça c'est du fantasme, c'est un espèce de vote utile pour reprocher au pouvoir actuel. Donc ça n'a pas grand sens. Un vote utile pour Monsieur Juppé. Mais non, mais de dire ça, je veux pas l'espèce de fantasme. Si vous votez ça en 2017, vous aurez ça en 2022. C'est vraiment quand on n'a plus d'arguments. C'est aussi l'argument de François Fillon. Oui, mais c'est nul. C'est aussi l'argument de François Fillon. Bon, d'accord. Bah oui, je suis désolée. Le nul et le bon nous est donné par Libération. Non, mais suis tout pas à tous fait. ensemble. L'espèce de pression sur attention 2022, ça va être horrible. Faites pas n'importe quoi en 2017. Mais vous savez que c'est de la météo. C'est de la météo. J'ai vu aussi beaucoup. C'est tellement de la météo. Oui, J'ai vu aux États-Unis François tous nos commentateurs nous expliquer que Trump ce serait jamais et que nous étions peut-être finalement ceux qui annoncent. Heureusement qu'on vous a entendu dire le contraire. Franchement, c'est facile de venir après l'élection. Que nous étions le pire. Vous êtes en train de nous expliquer que le monde se déroule et qu'il est le meilleur et qu'on fait de la météorologie en disant simplement à des électeurs de gauche n'allez pas aux primaires de la droite. Sinon, vous aurez Marine Le Pen en 2022. François Calfon, vous êtes révélé filloniste ce soir. Écoutez, bravo en tout cas. Voilà, ça arrive. Non, mais ça arrive. Vous savez, c'est pas. Mais en tout cas, je note finalement les commencez par les invitations de Libération à la primaire de la droite. Votez Juppé. Jacques Brunstein, pour vous, cette histoire. Attendez, si tu veux, cette histoire de les Français iraient voter pour leur président. Déjà un premier tour sur la primaire de droite. Très franchement, je pense que c'est marginal. Même s'il y avait pas mal d'électeurs de gauche qui allaient voter à la primaire de la droite, iront-ils voter, mettons, pour Juppé parce qu'ils trouvent que c'est le moins de droite ou pour Sarko pour créer un élan? Il me semble que de toute façon on ne sait pas qui va voter à cette primaire. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est le centre et la droite? Est-ce que c'est que la droite? On se souvient de la primaire socialiste. En fait, finalement, c'était marginal, les électeurs de droite qui avaient voté. Oui, vous savez, quand même. Il me semble que c'est. La seule chose qu'on sache vraiment, c'est que les gens votent pas comme les journalistes ou les hommes politiques ou les commentateurs. Ah oui, ça, on a bien vu ces derniers temps. Je suis d'accord avec vous. Ils votent avec leurs opinions. Ils votent pas pour barrer la route à un tel. Ils votent en pas de vote stratégique. Il n'y a pas beaucoup d'électeurs de gauche qui n'ont pas la primaire de la droite en proximité idéologique. Allez, c'est du on va changer de sujet. On va changer de sujet dans un instant. François Calfon, je vous en prie, vous pouvez serrer la main de Jonathan Boucher-Petersen. L'info à 20h50, c'est Pierrick Bonneau. Les informés de France Info. Non mais je plaisante parce que c'est vrai que ça s'agite un petit peu pendant les titres de Pierrick Bonneau. À chaque fois, les débats continuent. Allez, on va terminer par un dernier débat très symbolique, puisqu'on en a beaucoup parlé il y a un an. Les commémorations du 13 novembre nous ont rappelé qu'il y a des choses. Je dis qu'on peut rattacher, mais c'est pas contre vous, je vous regarde parce que vous avez été finalement celui qui a le mieux décrit cette thèse. Je constatais et que d'autres journalistes... Les hommes politiques peuvent faire la politique sans avoir de thèse et de rattachement de famille politique. Nous en avons. Je comprends très bien votre... Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Moi j'ai le droit d'avoir ma vision des choses. S'il vous plaît. C'est la liberté de candidater. Je comprends très bien votre concept de politique à l'état gazeux et vous en accusez Emmanuel Macron et vous n'avez sans doute pas tort. Effectivement, son programme est un peu flou et pas d'une originalité folle. Je rappelle quand même que François Hollande est allé aux... Qu'est-ce que vous faites du Emmanuel Macron? Oui, mais donc je réponds, je prends ma perte ou je prends mon gain, c'est selon. Et les gens sont épuisés de ces appareils politiques qui sont des machines à broyer, à écraser toute espèce d'inventivité. Donc je réponds que c'est l'aspect positif peut-être des gens qui ont décidé de se passer de cela. Mais un peu comme le général de Gaulle qui fuyait les partis politiques, la première chose qu'il a faite, c'est d'en recréer un. C'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Simplement, voilà. Et c'est là où moi je suis très surpris de la politique dans l'ère de post-modernité dans laquelle nous sommes. Personne n'a de responsabilité sur rien. Penser ou faut s'interroger formellement? Parce que formellement, c'est autant le négatif du système. Ma thèse, et tout ça va dans le mur. François Calfon. Tout ça va dans le mur. Mais tout ça, c'est la gauche ou c'est Emmanuel Macron? Bah voilà. Parce qu'au bout d'un moment, c'est la question qui se pose. Vous reprochez à Emmanuel Macron de les médias se liguent. Oui, alors, mais déjà, j'ai un cerveau assez lent. S'il vous plaît. Justement, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, François Calfon. Moi, j'ai un truc à dire, mais après. Après, exactement. On voit Emmanuel Macron comme Jean-Luc Mélenchon y aller sans parti. Tout seul, aujourd'hui, ça veut dire ils ont fait le choix de ne pas passer. C'est les anti-primaristes. Alors voilà, contre les primaires, mais surtout ne plus avoir de parti. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement... Non, parce que Jean-Luc Mélenchon construit son parti, voilà, c'est même ça, le principal enjeu. Justement, est-ce que finalement, ce n'est pas aujourd'hui le choix de la primaire et le choix d'organiser des primaires, notamment à gauche, auxquelles participe Arnaud Montebourg, qui est ringard? C'est une excellente question. Nous, on est un peu au milieu du gué parce qu'on participe à cette primaire et vous aurez noté qu'un peu comme au Baltrap, la direction du Parti Socialiste ne nous veut pas du bien. Oui. Donc on a été obligé de construire notre
notre propre mouvement politique qui s'appelle le Projet France. Et nous constatons quoi? Nous constatons que c'est un grand succès. Les gens viennent directement par Internet. C'est une start-up politique, un peu comme... Formellement, imposer une primaire à un président sortant, c'est déjà quelque chose d'assez singulier. François Calfon. Non, mais c'est vrai, mais simplement... C'est vrai, mais après, ça peut être un droit, mais chacun est dans son droit, d'une certaine manière. Ce qui a été dit, je ne réagissais pas contre vous, mais après tout, vous êtes le témoin tellement de... Vous dites si bien ce qui est dit en permanence sur Emmanuel Macron. Le gars, il est jeune, il est sympathique, il est charmant, tout a été dit. Il avance, et il a des bons sondages. Il est en phase, il est en phase, tout simplement. Je reprends dans les sondages, et ça suffit de nos jours, moi je me pince pour entendre ça, ça suffit de nos jours à construire un destin.